s'est maintenant déplacé sur les abords de la rivière Sainte-Anne. Beau coin, tranquille. Christiane, il s'est passé quand même beaucoup de choses ici. Oui, oui, bien sur la rivière Sainte-Anne, en fait, là, pas exactement peut-être à ce niveau-ci, mais revenons un petit peu dans le passé pour parler de la Drave, parce qu'on a eu de la Drave à Saint-Raymond. Et puis, ça n'a pas été long qu'avec les connaissances de nos marchands de Québec, à un moment donné, se sont aperçus qu'on avait des belles ressources, surtout forestières. Ils ont voulu avoir notre bois. Fait qu'ils ont dit, il faut avoir le bois à Saint-Raymond, on va aller chercher ça. Puis comme dans le temps, si on se retrouve à peu près dans les années 1900, on avait comme transport à peu près juste le cheval. Fait qu'ils ont dit, on va faire de la drave. Fait qu'on avait des messieurs très, je dirais même téméraires, là, qui embarquaient sur les billes de bois et puis ça partait très loin, là, dans le fond du Rang du Nord. Puis on laissait glisser le bois comme ça avec ces hommes-là qui poussaient puis qui ramassaient ceux qui pouvaient accrocher sur les bords de la rivière. Et puis on se rendait jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Pérade comme ça. Puis à partir de Sainte-Anne-de-la-Pérade, c'était des goélettes qui partaient de Québec, qui venaient les chercher puis qui ramenaient le bois à Québec. Il faut le mentionner, il y a beaucoup d'obstacles, par exemple, au long de la rivière, qu'on pense dans le fond, la chute de Mallette, Sainte-Christine, il y a plein d'obstacles. C'est pas évident aussi, veut pas faire ça, là. Non, puis on le voit bien quand on a les inondations, là, toutes les arbres, toutes les glaces partout, où est-ce que ça accroche. J'imagine que les pitounes puis le bois, ça devait accrocher aussi. Parce qu'on voit des photos, il y en avait vraiment beaucoup, là. Hein? C'était pas juste un petit morceau de bois par-ci, par-là. Là. C'était des gros paquets. Ça passait par gros paquets. Non, ça devait être impressionnant à voir aller. Puis ça prenait du courage, je pense, pour faire ça. Hein? Oui, c'était toute je dirais, tout un mode de vie parce que ça commençait dans les camps de bois en haut. Hein, puis on voit souvent des photos avec des dalles. Il y avait plein de métiers qui étaient créés pour ça. Là. Oui, oui, qu'on voit plus aujourd'hui avec les technologies modernes. Là. Mais oui, c'est comme ça que ça a commencé. Dans une autre émission auparavant, tu nous parlais des bacs. Est-ce que c'est dans ce coin-ci ou c'est vraiment beaucoup plus loin? Bien, c'est un peu plus loin, j'ai l'impression, parce qu'on dit que c'était à la jonction des deux rivières, Bras-du-Nord et Sainte-Anne, mais c'est pas tellement loin d'ici quand même. Mais on parle aussi, tantôt, ce matin, on parlait des bacs, pas juste des bacs, du passage Sylvain. On disait qu'il arrivait, lui, au bout de la rue Saint-Pierre, qu'il traversait pour prendre le bac qui était là, puis ensuite, de l'autre côté, ce passage-là se continuait pour se rendre, là, pour les gens qui voulaient se rendre là, dans les rangs Saint-Léonard, Saint-Isidore et puis le rang Sainte-Croix. Donc, on parle un petit peu du secteur du pont de fer. Là. Oui, dans ce coin-là, à la rencontre des deux rivières. Le pont de fer, on ne le voit pas d'ici, là. C'est un petit peu plus loin, mais c'est ça, ça se passait quand même là, dans ce coin-ci. Mais dans ce coin-ci, il y a eu aussi des moulins assis, hein, entre autres. Ici, pas loin, là, il y avait le moulin des Kennedy. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Moi, j'en entendais parler un petit peu plus parce que c'était juste les propriétaires demeuraient dans la maison 411 Saint-Pierre, où est-ce que mes parents ont demeuré, puis mes grands-parents en premier. Fait que c'était la maison de Kennedy, ça. Fait que le moulin était face à ça, pas tellement loin d'ici, là. Fait qu'il y a une bonne histoire avec les moulins assis aussi à Saint-Raymond, là. D'ailleurs, c'est notre prochain arrêt. Fait qu'on va y aller dans quelques instants. Oui, on se rend jusque-là. Alors, Christiane, on se trouve ici dans le stationnement de ce qui est maintenant le Studio 103. Mais auparavant, c'était le centre névralgique de l'industrie de la forêt. Je sais que tu as des choses à nous dire au niveau moulin, mais juste décrire aux gens avant ce qu'il y a ici. Ce qu'il y avait ici, bien, ici, c'était traitement sous pression. Vous avez une barrière ici en arrière qui se dirigeait vers la grande cour. Ça, c'était une des plus grosses usines de poteaux électriques ou dans le fond qu'on voit sur le côté au Québec. Donc, c'était très, très fort à un certain moment donné. Il y avait leur garage là-bas. Qui est maintenant un garage du groupement forestier. Et de l'autre côté, je pense que tu peux nous en parler plus, c'était Cyril Dion qui était là. Hein? Au départ, tantôt, on a parlé du moulin des Kennedy, mais dans les années 1900, on dit qu'il y avait 21 moulins assis. À Saint-Raymond, quand même, c'est beaucoup, hein? Oui. Et puis, mais il y a 25 ans, il en restait seulement 2 crocs, Gestofort puis Adélard-Moisan. Ça a toujours pas mal été dans ce coin-ci que ça se travaillait. En 1948, il y a eu les industries de bois qui sont arrivées.
Puis un petit peu plus tard, traitement sous pression, ça c'est quand même en 1978. Fait que ça fait pas si longtemps que ça, c'est ça. Et puis c'était pas mal tout ici, là. Fait que ça faisait un beau complexe industriel, je dirais, à partir du bas de la Côte-Joyeuse jusqu'à ici. Mais à un moment donné, ben c'est ça, c'est les frères Dion, Sébastien et Jean-François, qui ont acheté ça avec, je pense que c'était leur père au départ, les industries de bois Saint-Raymond. C'est ça. Maintenant, eux autres sont encore là. C'est un énorme complexe, c'est très, très grand. Puis, Ce qui est spécial, c'est que le bureau était là-bas, en bas de la rue Saint-Pierre. Maintenant, le bureau, ils sont rendus pratiquement pas loin de la piste cyclable à l'autre en bout. face d'où est-ce qu'était la gare, là, tantôt, là, c'est ça, tout près de là. Et on profite de, de ce lieu-ci parce que Christiane nous a raconté un beau souvenir de jeunesse. Justement, parce que le chemin de fer passe juste en arrière de nous. Tu as eu quelque chose là, qui s'est passé dans ce coin-là? Ben oui, parce que chez nous, les trains, c'était important parce que la maison était, où est-ce que je demeurais, était tout près là, de la voie ferrée. Et puis tout petite, on a commencé à venir voir les trains là, chez ma grand-mère. Ensuite, papa a acheté la maison, fait qu'on a été un bout de temps là, à regarder passer les trains. En 1967, qui était l'année de la Confédération, le centenaire de la Confédération, il y avait le train qu'on appelait le train de la Confédération, qui a fait le tour du Canada, qui est allé partout, mais il est passé ici aussi. Puis je me souviens que très tôt le matin, je ne peux pas te dire l'heure, mes parents nous avaient réveillés pour voir passer le train de la Confédération. On était jeunes, puis je me souviens là, que papa nous en avait tellement parlé, puis il nous disait hey, c'est pas rien, allez vous lever demain matin, les filles, et puis on regarde passer ça. Fait qu'on avait vu passer le train. Puis ce qui était vraiment impressionnant, c'est que le train, ça fait des chouchous, là. Ouais. Mais là, les 3 premiers chouchous qu'il avait fait, c'était les notes de Haut-Canada. Fait qu'on avait très, très bien entendu le chou, 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 chou. Fait que ça m'a marqué, là. Puis c'est vrai que ça fait pas longtemps, là. On parle pas d'histoire bien vieille, c'est en 1967. Mais quand même, c'est un beau souvenir. Oui. Puis les gens qui prennent la piste par où ce qu'on était, là, par le débarcadère, ou qui vont carrément à pied par ici, vous avez aussi la belle vue sur le pont de fer qui est intéressante. C'est un pont magnifique. Oui, c'est vraiment magnifique. Il faut que les gens de Saint-Raymond aillent voir ça, ce beau pont-là, de temps en temps, oui. Parler un petit peu du démantèlement des rails aussi qui s'est fait en 94. 94, en novembre 94. Et puis en 95-96, ils ont commencé à travailler là, avec des subventions. Les jeunes faisaient là, la peinture là, sur partout les petites entrées là, qui ont mis jaune. Là. Donc oui, c'est fini. C'est une autre époque. Oui, effectivement, c'est ça que je racontais tantôt. C'est une des premières affaires que j'ai filmées, le démantèlement des rails, parce que je suis entré en octobre 94. T'es tout jeune, toi. Ouais, tout jeune, ouais. OK, là, on se déplace. Prochain arrêt, c'est les charbons de bois qu'on va jaser. Hein? Oui, on va aller parler un petit peu de charbon de bois. On était les premiers au monde. Il faut en parler. Hein? Voilà. Alors, on s'est déplacé tout tranquillement à la chute Panay. C'est un magnifique panorama. On a des belles images à vous montrer d'ailleurs. Mais avant, sur notre route, on a un site qui est très intéressant parce que ça nous permet de parler du charbon de bois qui était l'industrie majeure ici à Saint-Raymond. Oui, c'est ça. On a parlé beaucoup là, des scieries puis du bois, mais qui découle de ça, c'est le charbon de bois qui aurait commencé vers 1912. On dit qu'on était les meilleurs au monde, le plus gros producteur de charbon de bois au monde, là, c'est pas rien. C'est ça, ça aurait commencé vers 1912. On parle qu'il y avait environ, attends un petit peu, je vais chercher mes notes pour pas, 200 fours répertoriés à Saint-Raymond. C'est quand même beaucoup. Puis la plupart étaient situés près des scieries. Parce que on se servait du bois qu'on ne pouvait pas vendre. Okay. Tu sais, ils vendaient beaucoup, c'était surtout du bois franc qu'on prenait là, pour le charbon de bois, mais les morceaux qu'on ne pouvait pas vendre, on s'en servait pour faire du charbon de bois. Fait que c'est pas fou. Dans des périodes où est-ce que les scieries étaient moins prospères, ou est-ce que ça allait moins bien, ou pendant les périodes de l'année aussi, j'imagine qu'en hiver, c'était peut-être plus difficile, mais à ce moment-là, le charbon de bois prenait la relève. Nous autres, on a connu beaucoup M. Alexandre Paquette, hein, ici, pas loin, là, qui avait ses fours à charbon.
Mais c'est pas lui qui a parti ça. Ça, c'est deux messieurs, entre autres, qu'on appelle Maurice Derry puis Charles Paradis, qui auraient commencé ça. Puis c'est eux autres qui auraient eu l'idée en se disant, ben dans le temps, il y a des bouts pendant les séries où est-ce que c'est moins actif, que ça va moins bien. Fait qu'en ayant des fours à charbon, ben à ce moment-là, ça va venir combler là, les périodes plus difficiles, plus creuses. Fait que c'était quand même très brillant. C'est un revenu supplémentaire aussi, là. Ouais. Mais 200 fours à charbon à Saint-Raymond, c'est quelque chose, là. Il faut dire qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui avaient 1, 2 ou 3 fours à charbon chez eux puis qui en faisaient un petit peu à temps perdu. Il y en a beaucoup qui en faisaient aussi. Oui, j'imagine que ça doit être ça. Pendant les périodes où est-ce que les agriculteurs, c'est ça? C'est plus l'été qu'ils travaillaient, peut-être que pendant l'automne puis au printemps, ils faisaient le charbon de bois. Il faut mentionner qu'il en reste encore quelques-uns. Hein. Il y en a un en démonstration à la Maison Plamondon, il faut le mentionner. Oui. Mais il y en a quelques-uns, si vous êtes attentifs. Moi, j'en connais un au Saguenay, entre autres. Là, il y en a encore des magnifiques sur le bord. Il y en a un quelque part dans la traverse du Lac-Sergent aussi, qu'on voit bien. Puis ça, c'est des authentiques. Là. À la Maison Plamondon, on l'a fait un peu plus petit. C'est vraiment pour démontrer comment c'est fait, parce que c'était gros, hein? 15 pieds de diamètre. C'est quand même imposant. 12 pieds de haut. Et puis, il y avait du métal qui faisait le tour de ça pour solidifier et tout ça. Et puis, il y avait des écoutilles. Ça, c'était comme des trous qui étaient formés. J'ai l'impression que ça devait être la grandeur d'une brique. Il y en avait une quarantaine sur chacun des fours. Au fur et à mesure que le feu montait, on replaçait les briques pour boucher, pour empêcher que ça devienne en cendres. Ouais. Il y avait des choses, des techniques, des points à respecter, j'imagine, pour la chaleur. Ça devait prendre quand même beaucoup d'observation, être certain là, que tout se passe bien. Fait qu'on remettait les écoutilles au fur et à mesure que le feu montait, puis on refermait ça pour avoir du beau charbon. J'ai des notes ici. Oui, oui. On dit qu'un fourneau, OK, dans un fourneau, il pouvait rentrer 10 cordes de bois. Ah oui, c'est beaucoup, hein? Oui, oui. Puis ça fournissait de 8 000 à 10 000 morceaux de charbon de bois, livres de charbon de bois. C'est impressionnant. Puis c'est le fun d'avoir un peu l'histoire qui nous revient à la Maison Plamondon. Si vous avez la chance d'aller voir ça, là, ça nous explique l'histoire des fours à charbon. Puis, il faut dire que nos fours à charbon étaient faits, la plupart, avec les briques de Saint-Raymond aussi. Ouais. Notre briqueterie qu'on a parlé tout à l'heure, là, en bas du Capron. Oui, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. C'est le fun que cette industrie-là perdure encore aujourd'hui dans le comté de Portneuf à Sainte-Christine-d'Auvent. C'est vraiment intéressant aussi. Oui, c'est encore gros, là, hein? Oui, charbon, feuilles d'érable, là. Oui. Et là, tu vas nous expliquer pourquoi on est à l'entrée du 500 Chutes-Panay. C'est une magnifique maison, mais on va s'attarder sur la maison à gauche. Oui, et en fait, cette maison-là, elle a déjà appartenu à M. Aurélien Caillé, dans notre génération à nous, là, qui était un descendant de Alexis Caillé, qui a été le premier, je pense, à venir s'établir là, à Saint-Raymond. En tout cas, un des 3 premiers, c'est sûr. Et puis, si vous voyez la petite maison en retrait, juste à côté de la belle grosse maison jaune, là, on voit une petite maison là, au toit rouge. Ce serait lui, Alexis Caillé, avec son fils Rémi. Il passe beaucoup d'autos, hein? Avec son fils Rémi, qui l'aurait construit pour lui, Rémi et sa famille. Fait que c'est une maison qui date là, de 165 ans au moins. Wow! Puis c'est bien de voir qu'il est encore annexé, qu'elle sert encore. Oui. Puis il y a eu, c'est ça, longtemps des Caillés qui sont restés là, parce que M. Aurélien Caillé était un descendant. Et puis, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Marc Caillé. Ah oui. Oui, Marc Caillé, c'était un agronome et puis il voulait faire profiter son expérience dans des pays moins développés. Fait qu'il est allé au Vietnam, puis c'était pendant la guerre du Vietnam, puis il a été prisonnier pendant 5 ans. Il est sorti de là en 1973. Je m'en rappelle tellement. Moi, j'étais adolescente dans le temps, là. Ouais. Puis, il y a un livre décrit là-dessus, hein, je pense. Oui, il y a un beau livre. Et puis ça aussi, là, c'est intéressant à voir là, comment il s'en est sorti. Puis oui, c'est toute la même famille. Il y a une grande histoire, les Caillés, juste la fromagerie. Hein. Aussi, c'est ça. Je ne suis pas certaine que ce soit les descendants d'Alexis. Non, je ne penserais pas. Mais ici, là, c'était les descendants d'Alexis. Oui, c'est vrai que les Caillés ont beaucoup d'histoires à Saint-Raymond. Il faut mentionner qu'à Chutes-Panay, comme tel, une grande histoire. Il y a beaucoup, entre autres, il y avait des immigrants qui étaient ici. Il y a beaucoup de choses qui sont passées à Chutes-Panay. Oui, c'est ça. Parce que dans les débuts, on s'est installé. Il y avait beaucoup d'Anglais, hein? Oui.
qui sont venus s'installer ici, Chute-Penay, dans le Rambourg-Louis, dans le Rang-de-la-Montagne. C'était un des premiers coins. C'est pour ça que Chute-Penay a resté longtemps avec son petit côté anglais. Oui. Il y avait même 2 écoles, une école en français et une école anglaise à Chute-Penay. Il reste encore une école, hein, je pense. Oui. Qui est encore... L'école française est encore là au coin, là. Oui, c'est ça, Corcoran, puis le chemin de la Chute-Penay. Justement, on s'en va dans ce coin-là. Je pense qu'il y a un Monseigneur qui a une petite Puis on pierre. voit aussi, hein, il y a une belle histoire. Oui. Et puis c'est un de nos personnages illustres. Fait qu'on va aller voir ça. Puis on va peut-être en profiter pour parler un petit peu du moulin de la Chute en même temps. Peut-être, peut-être. OK. On va prendre la première, puis à mesure, ça s'en ira.
Alors, dans quelques instants, on va vous dévoiler un des secrets les mieux gardés de Saint-Raymond, plus pour longtemps. Mais Christian, tout d'abord, j'aimerais qu'on parle. On vient de passer en avant de ce qui reste de Saint-Raymond Paper. Il y a quand même une histoire qu'on ne parlera pas parce qu'elle est vraiment riche, mais peut-être y aller avec les grandes dates. Oui, c'est ça, parce que ce serait trop long. Je pense qu'on pourrait faire une émission juste en parlant là-dessus. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 1888, on a eu des moulins là. Fait que c'est quand même, ça fait quand même un petit bon bout de temps. Et puis Saint-Raymond-Pépère, ça a été jusqu'en 1982. OK. À partir de 1990, c'est Industrie Mallette qui avait racheté ça. Et puis ça, on dit qu'Industrie Mallette, eux autres, étaient perfectionnés dans le papier fin, le papier journaux, le papier pour faire des belles revues. Et puis, ils auraient été les seuls en Amérique du Nord à produire un si beau papier de si belle qualité. C'est ça. Ça a fait un petit bout de temps. Puis en l'an 2000, c'est Tembec qui aurait acheté. Et puis, il y avait à ce moment-là encore quand même 180 travailleurs. C'est ça. Et puis en 2005, malheureusement, bien, ça a fermé. On dit qu'il y aurait plusieurs facteurs, entre autres la concurrence, la montée ou la descente du dollar, peut-être aussi des équipements qui étaient désuets, qui auraient peut-être coûté trop cher à remplacer. Donc malheureusement, ça a fermé là, en 2005. Et puis on peut presque... On voit pas grand-chose là. Non, maintenant. Mais vous voyez à l'écran des images justement d'une visite qu'on a fait. Vraiment intéressant parce que c'est nos dernières images qui restent du Tembec à l'époque. Et vous voyez comment c'était gros. Là. C'était vraiment grandiose quand on rentrait là. Je pense que tu t'en souviens toi aussi. Là. Un peu, mais j'ai pas eu la chance de faire cette belle visite-là. Moi, ce que je me souviens, c'était dans le temps de Saint-Raymond-Pépère. J'étais toute jeune, dans les 4H. On nous avait fait faire une petite tournée comme ça, nous expliquer comment le papier se faisait, puis tout ça, le déroulement des billes. Je me rappelle que ça m'avait impressionné aussi, là, mais j'ai pas eu la chance, là, comme toi, de visiter au complet avec les explications à l'âge adulte ou que je pouvais plus comprendre. Ce qui est impressionnant aussi, moi je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un pont aussi qui se rendait de Saint-Ramon jusqu'à Saint-Léonard. Et c'était pas toujours évident parce que des fois quand il y avait de l'eau qui passait, c'était dangereux. Oh, oui, puis c'est certain que quand l'eau montait, ça devait monter pas mal. Et puis c'est ça, on traversait puis on arrivait à Saint-Léonard, dans le fond. Parce qu'au départ, je pense que Saint-Léonard et Saint-Raymond c'était une même ville. Oui. Hein? Saint-Léonard faisait partie de Saint-Raymond. Fait que peut-être qu'en 1880, quand il y a eu le premier moulin, c'est pour ça que ça fait partie de l'histoire de Saint-Raymond, là, tu sais. Mais en réalité, c'est plus Saint-Léonard, je pense. C'est vrai, si ma mémoire Saint-Léonard, c'est 1896, là, quelque chose du genre. Possible. On va parler de notre personnage qui est en arrière. Les gens ont peut-être passé très souvent entre Sainte-Christine et Saint-Raymond. Et puis, vous l'avez sûrement pas remarqué. J'espère que vous le remarquez un petit peu plus parce qu'il y a eu un petit aménagement justement pour mieux voir la pierre. C'est la pierre de Monseigneur Vachon, qui est tout un personnage. C'est quelqu'un... D'ailleurs, le pavillon Vachon à l'Université de Laval, c'est lui. Hein? C'est, à Ottawa aussi, il y a des choses... Des noms de rue aussi. Donc, c'est un personnage très important. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Oui, bien, le petit peu que je sais sur lui, c'est ça. C'est que c'est un illustre personnage et puis qui fréquentait justement l'école ici, l'école française, juste au coin de Corcoran puis le chemin de la Chute. Là. Il est allé à l'école là. Okay. Il serait né ici en 1885 sur la terre. Ben, je ne sais pas s'il était là, mais c'est sur la terre de ses ancêtres, de ses parents. Okay. Et puis, ben, il a fait des études. C'est un bonhomme, je pense, super intelligent. Il a été ordonné prêtre à l'âge de 25 ans en 1910. Okay? Fait que c'est quand même assez tôt, je pense, hein, pour un prêtre, parce que c'est long, les études. Ouais. Et puis, il a été même recteur de l'Université Laval en 1939. C'est lui qui a parti la première école de chimie à l'Université Laval. Ouais. Il était archevêque d'Ottawa. Comme tu disais tout à l'heure, il y avait il y a des noms de rues, des édifices qui portent le nom de Monseigneur Vachon. Nous autres aussi, on a notre commission scolaire Monseigneur Vachon. Et puis, ben c'est ça. Il serait né, ça aurait été vraiment sur la ferme de ses ancêtres. Puis si on a la chance tout à l'heure d'arrêter devant la petite école qui est encore là, qu'on voit très bien, on pourra voir où est-ce que fréquentait l'école primaire. Et je veux le mentionner aussi, c'est un monument qui était fait dans le cadre du 125e, ça fait 50 ans. Hein? 157 que je vois, là, ou 1900... C'est ça, parce qu'on le voit en bas, là, c'est vraiment mentionné.
C'est ça, c'est mentionné, c'est fait par les gens du comité du 125e de Saint-Raymond. Alors, comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'il y a un anniversaire, on laisse des traces. Et 50 ans plus tard, on est là pour vous en parler. Oui, puis c'est des bonhommes qui sont importants d'en parler aussi, parce qu'ils ont vraiment laissé leurs traces, là. Puis, faut être fier. D'ailleurs, ça va me permettre de vous parler d'une petite chose très intéressante. Sur le mur de l'hôtel de ville, quand vous longez l'hôtel de ville, vous avez les panneaux du 125e, du 150e et du 175e maintenant qui étaient posés l'an passé. Et c'est intéressant parce que ça montre justement qu'à chaque fois, on a fêté. Oui, oui, c'est une ville bien vivante. Effectivement.